allons accueillir Aminata Bissego, qui est doctorante à l'Université de Liège et qui va nous parler des facteurs intervenants dans le drop-out de douleurs chroniques. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Bienvenue. Merci. Et nous vous écoutons. Bonjour à tous, merci d'être tous présents. Donc, je suis Aminata Bissego, je suis neuropsychologue de formation et je réalise un doctorat au CHU de Liège et à l'Université de Liège en Belgique. Je tenais à remercier le professeur Nino pour l'opportunité que j'ai de participer à ces 2 jours de conférence et à toutes les personnes qui ont réussi à organiser cette conférence malgré le contexte sanitaire actuel qui est compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui s'intitule « Les facteurs intervenant dans le drop-out en douleur chronique ». La douleur chronique concerne 1 adulte sur 4 en Belgique et il s'agit d'une maladie complexe qui va faire interagir des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et en première ligne de compte, comme traitement, on donne des traitements pharmacologiques qui vont agir sur les facteurs biologiques, mais qui ne vont pas pouvoir prendre en charge l'ensemble des facteurs qui jouent un rôle dans l'installation de la douleur chronique et le maintien. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, les patients et le corps soignant vont se tourner vers des traitements non pharmacologiques complémentaires. Alors, on a vu hier, il existe une panoplie et ça regroupe vraiment un large ensemble de prises en charge. Et nous, au CHU de Liège, on évalue l'efficacité de différents traitements complémentaires tels que l'hypnose, l'autobienveillance, la musique et la psychoéducation. Donc, ces traitements-là, j'en parlerai plus en détail après. Alors, il faut savoir que cette étude, elle fait partie d'une plus grande étude clinique randomisée. Et en fait, c'est en regardant un peu les résultats de cette étude randomisée qu'on s'est rendu compte qu'on était face à une problématique qui existe également dans d'autres études cliniques randomisées qui est le drop-out. Alors, le drop-out, c'est quoi? C'est le fait d'arrêter le traitement de façon prématurée, malgré l'accord du patient de participer à une prise en charge particulière. Alors, dans la littérature, le drop-out varie de 5 à 46% selon les études et certains auteurs se sont intéressés à identifier des facteurs qui pouvaient être considérés comme prédicteurs de l'arrêt prématuré. Et donc, certains ont mis en évidence que le niveau d'éducation, l'âge, le sexe, l'expertise du thérapeute, mais également le délai d'attente pouvaient avoir une influence sur le fait d'arrêter de façon prématurée la prise en charge. Alors, d'autres auteurs n'ont pas mis en évidence cette influence de ces facteurs et donc on voit qu'il n'existe pas réellement de consensus dans la littérature par rapport à tel ou tel facteur qui pourrait influencer le drop-out prématuré. Alors, le drop-out dans notre étude, il est envisagé de 2 façons. Il est envisagé d'une première façon par des patients qui n'ont jamais commencé leur traitement malgré leur accord préalable. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que des patients disaient oui à la participation au traitement, mais ne participaient jamais au traitement. D'autres ont commencé à participer au traitement, mais ont arrêté en cours de route et donc on les a appelés les late drop-out, contre les early drop-out qui, eux, n'ont jamais commencé. Alors, le but de cette étude, c'était quoi? C'était de mettre en évidence un profil de patients susceptibles d'arrêter le traitement de façon prématurée pour agir sur ces facteurs-là avant la prise en charge et pouvoir augmenter l'adhésion au traitement. Comment ça se passe dans le service d'algologie au CHU de Liège? D'abord, on va avoir un patient qui va avoir rendez-vous avec un algologue et on va lui demander de compléter des questionnaires, notamment sur l'intensité de la douleur, l'intensité de la fatigue, l'anxiété et la dépression, les difficultés de sommeil,
les attitudes et les croyances par rapport à la douleur. Et donc, on essaye d'englober les différents facteurs qui existent dans la douleur chronique. Suite à cet entretien, l'ensemble du corps soignant réalise une réunion multidisciplinaire qui est hebdomadaire où ils vont discuter d'un diagnostic le plus approprié pour le patient en question. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise la randomisation dans 4 groupes de traitement, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Alors, les 4 groupes, on va avoir l'auto-hypnose autobienveillance, la musique combinée à l'autobienveillance seule et la psychoéducation. Alors, ce sont des groupes composés de 8 patients. Ils durent 2 heures et il y a un groupe par mois sur une durée de 7 mois. Alors, qu'est-ce que l'autobienveillance ? L'autobienveillance, elle a été créée par une algologue spécialiste en hypnose qui travaillait au centre d'algologie ici au CHU, sur base de ce qu'elle observait dans sa clinique quotidienne auprès de patients qui souffraient de douleurs chroniques. Et donc, il s'agit d'une prise en charge un peu de type psychologique où on va apprendre au patient à être bienveillant envers lui-même par la compréhension de ses besoins, de ses limites, par la modification de la communication à l'autre de ses besoins, de ses limites, et par le respect de soi-même. On travaille également de l'estime de soi, etc. Et donc, durant cette séance-là, on va donner toute une série de stratégies aux patients, on va lui demander de les appliquer, et à la fin de la séance, on fait un exercice d'hypnose qui dure plus ou moins 20 minutes. Ensuite, on donne un CD au patient et on lui demande de pratiquer quotidiennement jusqu'à la prochaine séance, non seulement les stratégies, mais en plus l'exercice d'hypnose. Alors, dans le groupe musique et autobienveillance, ça se passe de la même façon, si ce n'est qu'on ne va pas donner l'exercice d'hypnose, mais on va donner un exercice de musique qui est composé par un musicologue. Et en fait, c'est une mélodie spécialement composée sur base du script hypnotique et sur la prosodie de la parole de l'hypnothérapeute. Ensuite, on va avoir le groupe d'autobienveillance qui est celui que je vous ai expliqué précédemment et un groupe de psychoéducation où là, ça va être une prise en charge de type cognitivo-comportemental où on va expliquer aux patients le lien entre douleur, croyance, cognition, donc émotion, comportement et là aussi donner des stratégies pour améliorer ces comportements adaptatifs. Alors, au-delà de ça, on a également toute une série de patients qui viennent au centre pour apprendre l'auto-hypnose autobienveillance. Donc, ils ont une demande spécifique d'apprendre cette technique. Donc, on les appelle les demandeurs et eux ne peuvent pas être randomisés. Après les 7 mois de traitement, on va proposer aux patients de remplir les mêmes questionnaires. Et ensuite, on va faire un follow-up à 6 mois et à 9 mois. Alors, pour notre étude, on a décidé d'intégrer tout un ensemble de variables pour voir quels étaient les facteurs qui allaient prédire la propension à arrêter prématurément le traitement ou pas. Donc, on a inclus des variables sociodémographiques telles que l'âge, le sexe, le diagnostic, le niveau d'éducation, le statut professionnel, les groupes de traitement, l'expertise du thérapeute, la convention qui est en fait un arrangement entre l'État et les centres de la douleur qui permettent pour un certain nombre de patients de bénéficier d'un remboursement total de la prise en charge, la durée de la douleur et le délai d'attente entre la prise de contact avec le centre et le commencement de la première session de traitement. Au-delà de ça, on a également utilisé les réponses au questionnaire en baseline, donc avant le commencement de la prise en charge, où on demande aux patients de remplir une NRS sur la douleur et la fatigue, le HADS qui évalue l'anxiété et la dépression, l'ISI qui évalue les difficultés d'insomnie, le handicap perçu, le locus de contrôle, la qualité de vie mentale et physique, ainsi que les attitudes et les croyances par rapport à la douleur. Alors, notre échantillon était composé de 575 patients. L'âge moyen était de 49 ans.
Alors, il y avait plus de femmes que d'hommes dans notre échantillon. La majorité avait un diplôme, comme diplôme le plus élevé, d'études secondaires. La majorité percevait également des allocations de chômage ou sur la mutuelle. La durée de la douleur était en moyenne 9 ans et demi. 203 patients ont été randomisés et 372 patients étaient des demandeurs, donc ils n'ont pas pu être randomisés. En moyenne, le délai d'attente avant la première session était de 3 mois. Alors, au niveau des résultats, on voit pour les early dropout, donc pour rappel, ce sont les patients qui avaient donné l'accord préalable, mais qui n'ont pas du tout commencé le traitement. On voit qu'il y a un effet significatif du niveau d'éducation, du délai d'attente et de la randomisation. En d'autres termes, on voit que le fait d'avoir un diplôme de secondaire comme diplôme le plus important diminue de 67% le risque de ne pas commencer le traitement. En d'autres termes, avoir un niveau d'éducation faible augmente la probabilité que le patient arrêtera le traitement de façon prématurée. On va également avoir une influence du délai d'attente trop long, donc un délai d'attente trop long qui était dans notre étude de 4 mois ou plus avant d'intégrer la première session de traitement, augmente de 25% le risque de ne jamais commencer le traitement. Enfin, et là, ça a été pour nous le résultat le plus important, c'était que le fait d'être randomisé augmente de 134% le risque de ne jamais commencer le traitement. Concernant les late dropout, donc c'est les patients qui avaient commencé le traitement mais qui ont arrêté en cours de route, on a juste eu un effet significatif du niveau d'éducation où on voit qu'avoir un diplôme de secondaire ou de supérieur va protéger de l'arrêt prématuré au traitement. Donc ça diminue de 67% également le risque d'arrêter le traitement de façon prématurée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une influence du niveau d'éducation sur l'arrêt prématuré du traitement et ceci a été mis en évidence par plusieurs auteurs, notamment par une étude tout à fait récente de 2019 qui montrait que les patients dans leur étude qui avaient un niveau d'éducation faible avaient augmenté donc, la probabilité d'arrêter le traitement de façon prématurée. Alors, il y a quelque chose qui peut être expliqué via la littératie à la santé. Alors, la littératie à la santé, c'est quoi? Ce sont les compétences cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité des individus à accéder à l'information, à la comprendre et à l'utiliser de manière à promouvoir et à maintenir une bonne santé. Et en fait, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'on va avoir une corrélation entre le niveau d'éducation et le niveau de littératie à la santé. C'est-à-dire qu'un faible niveau d'éducation est corrélé à un faible niveau de littératie à la santé et ça va augmenter le taux de drop-out. Donc ça, c'est une étude qui a été faite également récemment sur la prise en charge en douleur chronique. Alors, une autre influence qu'on a vue dans notre étude, c'est qu'un délai d'attente trop long, donc de l'ordre de 4 mois ou plus, entre le premier contact et la première séance augmentait le risque de ne jamais commencer le traitement. Et en fait, les études se sont intéressées à ça et ont démontré qu'en fait, un délai d'attente plus long allait entraîner des doutes par rapport au traitement et du coup une modification des attentes que le patient avait envers le traitement, ce qui avait pour conséquence de réduire la motivation à commencer le traitement. Et enfin, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une influence de la randomisation. Et en fait, la randomisation, c'est ce que l'on doit faire pour bien réaliser l'evidence-based practice. C'est ce qu'on nous demande aux praticiens de faire pour prouver qu'un traitement est meilleur que l'autre. Or, et comme l'a dit hier le professeur Verneuil, il y a quand même des difficultés dans les études d'efficacité des traitements
complémentaire par rapport à cette randomisation, parce que d'une part, souvent les patients vont être orientés vers le centre sur base de la réputation du thérapeute, et donc il n'y a pas de double aveugle qui est possible, ni de simple aveugle, étant donné que le patient va être conscient des différents traitements qui sont proposés, sauf que via la randomisation, il va se retrouver dans un des traitements, et donc il est logique d'imaginer qu'un patient qui s'attendait à être dans un traitement, qui ne l'est pas, décide d'arrêter la prise en charge. Par ailleurs, on voit que en fait, le fait d'inclure le patient dans la prise de décision sur ce traitement va impliquer son implication personnelle, et c'est quand même ce qu'on demande au patient, c'est d'avoir un rôle actif dans sa prise en charge. Et donc, le fait que son implication personnelle soit augmentée dans sa prise en charge va maximiser les effets du traitement. Donc, comme conclusion, on voit en fait cette étude met en évidence que le drop-out n'est pas du tout inhérent aux caractéristiques du patient, et c'est ce qu'on voit de façon générale dans les études qui évaluent le drop-out, c'est qu'on essaye de mettre en évidence des critères inhérents aux patients qui expliqueraient pourquoi ils n'adhèrent pas au traitement. Mais ici, ce n'est pas du tout ça qu'on voit, c'est plutôt ce qu'on doit respecter pour bien pratiquer l'evidence-based practice, va constituer une barrière à la prise en charge et au rôle actif que le patient a dans sa prise en charge. Et donc, comme perspective, mais on pourrait augmenter la littératie à la santé avant le début de la prise en charge, surtout chez des patients avec un faible niveau d'éducation. Et on pourrait donc proposer un traitement avant le traitement qui viserait à augmenter donc l'éducation du patient envers la douleur. En faisant ceci, on pourrait augmenter la littératie à la santé et on pourrait diminuer le temps d'attente entre la prise de contact et la participation au traitement visé. Et par ailleurs, et ceci est une question ouverte, c'est que dans un contexte de prise en charge psychologique, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir l'intérêt de la randomisation, notamment pour, de façon plus globale, l'étude de traitements complémentaires? Je vous remercie pour votre écoute. Mais alors, quand ils arrêtent les traitements contre la douleur, enfin ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on ne sait pas. Nous, ici, on sait vraiment, c'est une étude rétrospective qui a été faite sur base d'une autre étude randomisée. Donc, on n'a pas de follow-up des patients qui arrêtent le traitement. D'accord. Et est-ce que vous avez pu faire, par rapport à ces douleurs, le distinguo entre les douleurs viscérales et les douleurs ostéo-articulaires? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a ceux qui ont des douleurs ostéo-articulaires ont tendance à arrêter plus le traitement que ceux qui ont des douleurs viscérales chroniques? Alors ici, donc, de fait, on avait plusieurs diagnostics différents, hein, mais donc, on n'a eu aucune différence significative à ce niveau-là par rapport au diagnostic. D'accord. Donc, quel que soit le diagnostic, il n'y avait pas d'effet du diagnostic. D'accord. Alors, on a une question. Il est très intéressant de voir l'effet de la randomisation qui devient presque un biais d'étude finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que cette étude est très intéressante dans cet aspect-là. Ça amène une remise en question de comment prendre en charge les patients correctement, mais comment ne pas comment faire ça dans le respect de l'evidence-based, alors qu'ici, on voit bien que les critères qu'on nous demande de réaliser dans tout ce qui est méthodologie d'évaluation de l'efficacité, au final, est plutôt une barrière par rapport à ce qu'on essaye de faire avec les patients, quoi. Donc oui, je suis assez d'accord. D'accord. Au niveau des possibilités, vous êtes limité à l'auto-hypnose, la musique. Pourquoi vous n'avez pas utilisé, par exemple, les plantes, la phytothérapie? Et ici, on est dans le centre, en fait, on est fort axé sur tout ce qui est hypnose, musique et prise en charge psychologique.
Donc voilà, l'ancienne chef de service est Marie-Lise Fémonville, qui est spécialiste en hypnose. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on propose ça aux patients dans le centre. D'accord. Alors, on a une question très intéressante là. Quelle intrication ou parallèle faites-vous entre le drop-out et le renoncement aux soins? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter le traitement, par exemple, pour ce qui est proposé, mais est-ce que, parallèlement, ils renoncent aux soins? Est-ce que vous avez pu faire la différence? Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui, effectivement, vont renoncer à tout. Vous voyez Donc, la nuance. C'est-à-dire qu'on va arrêter, et là, ce que vous proposez pour la douleur, mais est-ce que c'est cela? Parallèlement, ils renoncent aux soins ou pas? oui, mais Ou est-ce que c'est une forme de renoncement aux soins, quoi? Mais on n'a pas fait de follow-up sur les raisons que les patients avaient. Donc ici, voilà, on est parti de toutes les infos qu'on pouvait avoir sur les patients, a priori, mais on n'a pas contacté les patients après. Donc on ne sait pas s'ils ont arrêté tous les soins ou s'ils continuent un autre traitement qu'ils font par ailleurs. Donc je ne saurais pas répondre à cette question-là parce que je ne sais pas. On n'a pas interrogé les patients sur ça, sur les raisons et sur le renoncement. D'accord. Et là, vous avez d'autres études en cours, là? Vous travaillez sur vous Oui, approfondissez cette approche? ici, on est plutôt, pour l'instant, on est en train de voir si... Donc, la méthodologie que je vous ai présentée au début, en fait, a été faite de telle sorte qu'on essaie de comprendre si ajouter l'auto-hypnose est en fait une plus-value par rapport à l'autobienveillance, qui est davantage une prise en charge de type psychologique. Et donc, pour l'instant, on est dans l'analyse de ces résultats-là où on essaye de voir si l'hypnose ajoute quelque chose à une prise en charge plutôt psychologique, quoi. On est là-dedans pour l'instant. Après, évidemment, dans le futur, ce serait très intéressant justement de voir quelles étaient les raisons au-delà de la randomisation dans un aspect plutôt subjectif. Et je pense que ce serait intéressant également de faire plutôt des études qualitatives pour compléter nos études quantitatives. D'accord. Et là, les premiers résultats vous montrent que l'auto-hypnose est efficace? Vous avez la tendance. Je ne suis pas encore à ce niveau-là dans l'analyse, donc je n'ai pas encore la réponse. Mais je serais très heureuse de venir présenter les résultats l'année prochaine. Très bien. Et vous avez dit au début qu'il y a un quart des personnes en Belgique qui ont des douleurs chroniques. Ça paraît quand même énorme. Oui, alors... qu'est-ce que vous appelez la douleur chronique, c'est-à-dire en termes de durée? Quelle définition là vous à 3 mois. Supérieure à 3 mois? Oui. Avec des douleurs tous les jours? Quotidiennes? Après, je ne connais pas la fréquence, mais je pense que oui, c'est des douleurs continues et oui, c'est énorme quand même, 25% des oui, gens. oui. C'est énorme. C'est une étude, en fait, c'est une grande étude européenne qui a mis ça en évidence, de Breivik en 2006. Donc voilà. Il y a plusieurs pays européens qui ont participé. Très intéressant. D'accord. Oui. Très bien. Bon, écoutez, c'est intéressant. Vous vous occupez de quoi exactement, là, personnellement? Moi, personnellement, vous êtes doctorante sur quel sujet? Je suis doctorante justement sur l'efficacité l'étude de l'efficacité de techniques complémentaires, donc comme j'ai cité ici, dans la prise en charge de la douleur chronique. Et donc voilà, ici on a eu des données sur une prise en charge non randomisée, on va voir ce que la randomisation apporte en termes d'études d'efficacité. Pour réellement comparer les traitements. Et donc, il y a cette étude-ci aussi sur le drop-out. Au-delà de ça, ici dans le labo, on étudie également la réalité virtuelle
Vous allez voir d'ailleurs, ma collègue va présenter tout à l'heure vers 16h, je pense. Et donc voilà, on s'inscrit dans différentes choses, toujours dans le but de trouver des techniques non pharmacologiques et complémentaires pour améliorer la qualité de vie de patients, que ce soit aux soins intensifs ou en douleur chronique. Et vous avez l'impression que cette approche développe là en Belgique ces interventions non médicamenteuses? Je pense. Après, je ne suis pas. Je suis uniquement à l'université de Liège, mais je pense, oui, que les gens sont fort intéressés par l'utilisation de techniques complémentaires et non pas uniquement pharmacologiques, parce que on est en train de plus en plus voir qu'il y a des limites à cette approche pharmacologique. Si vous vouliez rajouter quelque chose éventuellement sur votre équipe? Donc, on fait partie du Sensation and Perception Research Group, qui fait partie du Giga Consciousness à l'Université de Liège. On travaille en collaboration aussi donc, avec le CHU, le service d'algologie. Et donc, comme je le disais, ce groupe de recherche s'intéresse à différentes donc des traitements complémentaires, mais aussi des traitements complémentaires qui vont modifier l'état de conscience, tels que donc l'hypnose et également la transe cognitive plus récemment. Et donc, on essaye de voir les applications de ces techniques et également avec la réalité virtuelle combinée à l'hypnose, de ces techniques sur comment en fait la modification de la conscience va permettre une modification éventuellement de la perception que les douloureux chroniques ou les personnes hospitalisées aux soins intensifs quelle modification des perceptions ça va avoir sur leurs conditions et en quoi ça va améliorer la qualité de vie. Donc, on a beaucoup de collaborations différentes, beaucoup d'études différentes. Moi, je m'inscris dans une branche, mais voilà, on a différentes choses et donc le groupe vise à démontrer ça. C'est à travers les prises en charge complémentaires qui, entre autres, modifient l'état de conscience. Est-ce qu'on va avoir une amélioration de la qualité de vie des patients? D'accord. On a une question sur, vous avez montré la corrélation entre le faible niveau de vie, le faible niveau d'éducation là et le drop-out. Oui, et la littératie. Est-ce que vous avez des données par rapport au niveau social? Le niveau social, vous voulez dire professionnel ou l'entourage? Social, je veux dire, en fonction du degré de richesse des gens. Je pense que la question est un peu dans ce sens-là. Oui, socio-économique. Alors, justement, nous, on a regardé par rapport, pas vraiment au revenu, mais par rapport à la sécurité du revenu. La sécurité, c'est-à-dire que quand on travaille, on est sûr d'avoir notre salaire, tandis que quand on a des allocations de chômage ou quand on est à la mutuelle, on doit prouver que on ne trouve pas de travail ou qu'on va mal au final pour continuer à percevoir ses revenus. Et on a vu qu'il n'y avait aucune incidence là-dessus. On s'est vraiment posé la question, mais il n'y a pas eu d'effet statistique, encore une fois. On n'est pas allé dans le qualitatif, on n'a pas interrogé les patients sur leur vécu subjectif, mais au niveau quantitatif et statistique, on voit que ça n'a pas d'incidence. D'accord. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour cet éclairage qui était très intéressant. Et on écoutera donc votre collègue là tout à l'heure. Merci. À l'année prochaine.